Bonjour, vous m'entendez? Oui, madame. On va commencer les cancers bronchopulmonaires. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Très bien. Alors, on va commencer dans quelques instants. Les cancers bronchopulmonaires. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une affection fréquente qui représente un problème majeur de santé publique. C'est la première cause de mortalité par cancer dans le monde et la première cause de décès par cancer chez l'homme, la troisième chez la femme. Généralement, ils sont représentés essentiellement par les carcinomes qui résultent de la transformation maligne de l'épithélium qui tapisse les voies aériennes intrathoraciques et du parenchyme pulmonaire. Les cancers bronchopulmonaires sont réputés d'avoir un mauvais pronostic. Alors, les facteurs de risque, il faut savoir que le poumon est un organe qui est qui est en communication avec l'atmosphère et en relation avec certaines habitudes personnelles dans le tabagisme, par exemple, qui représentent le facteur essentiel, facteur de risque le plus reconnu, qui est responsable de 80 à 90% des cancers bronchopulmonaires. La relation du tabac se voit surtout avec le carcinome épidermoïde, carcinome à grandes cellules, pour les adénocarcinomes. On a aussi l'exposition professionnelle. On cite quelques substances toxiques qui sont l'amiante, l'arsenic, le nickel. Il faut savoir que l'association d'une exposition professionnelle et du tabac augmente le risque jusqu'à 50%. Alors, sur le plan anatomopathologique, on va d'abord commencer par, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va d'abord commencer par les lésions préinvasives. Qui dit lésion préinvasive dit lésion qui intéresse l'épithélium, la membrane basale est intacte, il n'y a pas d'infiltration du stroma. C'est-à-dire qu'elle va être caractérisée essentiellement par des anomalies cytologiques. On a trois grands types de lésions préinvasives. La dysplasie malpighienne épidermoïde qui va nous donner par la suite le carcinome épidermoïde, l'hyperplasie adénomateuse atypique qui va se transformer Oui.
Alors, on va reprendre. Concernant les lésions préinvasives, on avait dit qu'il y avait 3 grands types de lésions préinvasives. Vous arrivez à m'entendre, c'est bon? Oui, oui. Oui. Très bien. Alors, les hyperplasies adénomateuses atypiques qui va donner par la suite un adénocarcinome invasif. L'hyperplasie neuroendocrine diffuse idiopathique pulmonaire qui va donner naissance aux tumeurs, aux différents types de tumeurs neuroendocrines. Alors, on va voir ces lésions une par une. Très bien. Commençons par les lésions pré-invasives malpighiennes. Il faut savoir déjà que l'épithélium malpighien, normalement, il ne doit pas être présent au niveau du poumon. C'est un épithélium qui est métaplasique. Très bien. Alors, vous arrivez, je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence entre l'image du haut, où on peut distinguer un épithélium malpighien qui est parfaitement régulier, et l'image de bas, où l'épithélium est le siège d'une importante désorganisation architecturale avec des atypies cytonucléaires importantes, traduisant ici sur cette image l'aspect de carcinome in situ, malpighien. Alors, selon le degré des atypies cytonucléaires et la désorganisation architecturale de l'épithélium, ainsi que le niveau de ces atypies cytonucléaires au sein même de l'épithélium, on arrive à distinguer 3 types de dysplasie allant vers le carcinome in situ. On a la dysplasie légère, l'image du haut à gauche, où les atypies cytonucléaires sont confinées au tiers inférieur de l'épithélium. Il n'y a pas vraiment une désorganisation architecturale comparée à l'image qui est en bas et à droite. Où on note une désorganisation de toute la hauteur de l'épithélium avec des atypies cytonucléaires marquées. Les cellules ne se ressemblent pas, elles ont un noyau qui est augmenté de volume, qui est anisokaryotique, avec de nombreuses figures mitotiques au niveau atteignant toute la hauteur de l'épithélium. Vous arrivez à suivre, c'est bon? On continue. حكيمة ما نسمعوش مليح. Le son est pas bien, madame. Alors, les lésions pré-invasives glandulaires sont représentées essentiellement par l'hyperplasie adénomateuse atypique. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. L'hyperplasie adénomateuse atypique, qui est une lésion bien focale, qui est, comme vous le voyez sur l'image de gauche, au faible grossissement, déjà on arrive à identifier cette lésion qui apparaît plus colorée ou plus basophile, disons, par rapport aux alvéoles qui sont adjacents. Déjà, on est attiré au faible grossissement. Cette lésion ne doit pas dépasser les 0,5 cm avec une conservation de l'architecture alvéolaire. C'est-à-dire qu'on a la même architecture au niveau du poumon qui est adjacent à la lésion. À un plus fort grossissement, on arrive à voir que les cellules qui bordent ces alvéoles sont le siège d'atypies cytonucléaires plus ou moins marquées. Très bien. Après l'hyperplasie adénomateuse atypique, vient l'adénocarcinome. En fait, c'est la même chose. C'est sur le plan histologique, sauf que l'adénocarcinome in situ est une lésion qui est plus grande que la précédente. Mais elle ne doit pas dépasser les 3 cm. Toujours d'architecture lipidique, c'est-à-dire
Vous arrivez à m'entendre? Un peu, oui, madame. Alors, elle est Oui, toujours madame. d'architecture lipidique, c'est-à-dire qu'elle conserve l'architecture. En entendant. Je ne sais pas comment on fait, mais je vais essayer d'augmenter le son. On vous entend bien, madame. Et maintenant, vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Oui, oui. Alors, cette lésion, l'adénocarcinome in situ, très bien. Alors, elle conserve une architecture lipidique, c'est-à-dire que l'architecture alvéolaire initiale du poumon est conservée. Il n'y a toujours pas d'invasion du stroma, ni invasion pleurale ou bien d'embole vasculaire. On est dans les lésions pré-invasives, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que les lésions intéressaient uniquement l'épithélium de revêtement. Très bien. Alors, pour la troisième lésion, c'est l'hyperplasie neuroendocrine diffuse idiopathique. Alors, c'est une prolifération de cellules neuroendocrines qui sont confinées à l'épithélium bronchiolaire, soit sous forme de cellules isolées, soit sous forme de petits groupes nodulaires ou bien une prolifération linéaire, comme le montre l'image de droite au niveau de l'épithélium bronchiolaire. Après les lésions préinvasives, viennent les tumeurs malignes. Il faut savoir que le poumon peut être le siège de tumeurs primitives et de métastases, et il faut savoir que les métastases sont beaucoup plus fréquentes que les tumeurs primitives. Alors, les tumeurs primitives, on peut les diviser en deux grands groupes. Les tumeurs épithéliales dits carcinomes et les tumeurs non épithéliales qui sont les sarcomes et les lymphomes. Très bien. On commence par les tumeurs épithéliales, c'est-à-dire les carcinomes. Les carcinomes sont les cancers les plus fréquents au niveau du poumon. Ils représentent 99% des cancers bronchopulmonaires. Alors, on les a divisés en deux grands groupes, deux pronostics différents et de prise en charge différentes. Ces groupes sont les carcinomes, on les a divisés selon la taille des cellules tumorales, en carcinomes à petites cellules qui sont de très mauvais pronostics, représentent 20% des carcinomes bronchopulmonaires, et des carcinomes non à petites cellules qui représentent la majorité des carcinomes bronchopulmonaires et qui comportent le carcinome épidermoïde, l'adénocarcinome et le carcinome à grandes cellules. On va voir une entité par entité. Très bien. Le carcinome épidermoïde, généralement, le facteur de risque, c'est le tabac. Il représente 20-30% des carcinomes bronchopulmonaires. Il est souvent de localisation proximale, c'est-à-dire qu'on peut accéder au siège de la tumeur par voie endoscopique et on peut faire des biopsies endobronchiques. Très bien. Sur le plan macroscopique, le carcinome épidermoïde, généralement, il s'agit d'un bourgeon endobronchique obstructif, qui peut donner naissance même à des volumineuses masses excavées, occupant la totalité d'un lobe, avec bien sûr une nécrose tumorale et l'hémorragie qui est très fréquente. Alors, sur le plan histologique, qui dit carcinome épidermoïde, des tumeurs où les cellules tumorales ressemblent aux cellules malpighiennes. Alors, ces cellules malpighiennes peuvent plus ou moins synthétiser de la kératine selon leur degré de différenciation. Le carcinome épidermoïde peut être bien, moyennement, on peut différencier selon la ressemblance des cellules tumorales aux cellules malpighiennes d'origine. Alors, il y a plusieurs variantes architecturales. Le type cellulaire, c'est des cellules malpighiennes, mais le type architectural peut varier. C'est-à-dire qu'on peut avoir une architecture papillaire,
une architecture basaloïde, etc. Alors, voici une image qui montre un carcinome épidermoïde bien différencié. On dit qu'il est bien différencié. Pourquoi? Parce que les cellules tumorales sont reconnaissables, on peut dire sur le plan histologique que ce sont des cellules malpighiennes. Alors, ces cellules malpighiennes sont pourvues d'atypies cytonucléaires marquées, avec des noyaux, comme vous le voyez, augmentés de volume, irréguliers, anisocaryotiques, nucléolés. La particularité de cette tumeur, c'est d'élaborer de la kératine au centre. Tout ce que vous voyez au centre, c'est de la kératine. Voici une autre image d'un carcinome épidermoïde, mais qui est moins bien différencié que le premier. Pourquoi? Parce qu'en périphérie, on a des plages de cellules dont la différenciation est un peu moins évidente que celle des cellules qui sont au milieu et qui sont facilement reconnaissables, étant ressemblant à des cellules malpighiennes. Il n'y a pas d'élaboration de kératine sur cette photo. On dit que c'est un carcinome épidermoïde moyennement différencié. Deuxième type, c'est l'adénocarcinome. Alors, il représente 20-40% des cancers bronchopulmonaires. Il est moins lié au tabac par rapport au carcinome épidermoïde. Alors, généralement, contrairement au carcinome épidermoïde, il est de localisation périphérique. Donc, le diagnostic se fait généralement sur biopsie scanoguidée. Alors, l'adénocarcinome invasif, il faut savoir qu'il y a une entité qui est de meilleur pronostic et qui est dite avec invasion minime qu'on va voir par la suite. Avec l'adénocarcinome avec invasion minime, ça ressemble à l'adénocarcinome in situ qu'on a vu tout à l'heure. C'est un foyer d'architecture lipidique, c'est-à-dire il conserve l'architecture alvéolaire précédente avec des foyers micro-invasifs qui ne doivent pas dépasser les 5 mm. Ces foyers micro-invasifs doivent avoir une architecture autre que lipidique, c'est-à-dire ce sont généralement des glandes ou bien des papilles. Il n'y a toujours pas d'invasion lymphatique, vasculaire ou pleurale. Alors, l'adénocarcinome invasif, il n'a pas vraiment d'aspect macroscopique particulier. Ça peut réaliser une masse volumineuse, lobulée, bien limitée, avec une fibrose centrale qui est très fréquente. Sur le plan histologique, comme son nom l'indique, c'est une prolifération de structures glandulaires avec invasion du stroma, invasion pleurale, invasion vasculaire, nécrose et destruction de l'architecture alvéolaire. La composante invasive, elle peut prendre différents aspects architecturaux, acinaire, papillaire, micropapillaire ou bien solide. Alors, l'architecture est dite, l'adénocarcinome est dite de structure lipidique lorsqu'il garde une architecture alvéolaire prédominante. On dit qu'il est de structure lipidique, avec bien sûr des foyers qui sont invasifs, plus de 5 mm. L'adénocarcinome acineux, c'est un ensemble de glandes tumorales infiltrantes, bordées de cellules très atypiques, avec des lumières au niveau du centre, que vous voyez sur cette image. L'adénocarcinome papillaire et micropapillaire qui sont de mauvais pronostics. L'image de gauche, on arrive à voir des papilles qui sont pourvues d'un axe conjonctivo-vasculaire ramifié et qui est bordé en périphérie de cellules tumorales. L'image de droite montre un carcinome micropapillaire sans axe fibrovasculaire. Alors la composante solide, elle est moins fréquente que les précédentes, mais on peut voir un adénocarcinome dans l'architecture est solide. Qu'est-ce qui dit que c'est un adénocarcinome? Il faut qu'il y ait au moins plus de 5% de cellules qui comportent au niveau de leur cytoplasme une vacuole de mucosécrétion. Alors, l'adénocarcinome invasif mucineux de structure lipidique, c'est-à-dire il garde l'architecture prédominante, c'est l'architecture lipidique, mais il a la capacité, les cellules tumorales ont la capacité d'élaborer, de synthétiser du mucus qui est en extracellulaire et qui se voit. Tout ce matériel qui est un peu
basophile qui se voit en extracellulaire, ça c'est du mucus, on dit que c'est un adénocarcinome mucineux. Il y a d'autres formes histologiques qui sont moins fréquentes que les précédentes. Alors, c'est bon. Il y a un problème de connexion, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me connecter, je sais pas. Vous arrivez à m'entendre, c'est bon? Oui. Oui. Très bien, on continue. Vous m'entendez toujours? Oui, madame. Est-ce que vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? Oui. 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 Alors, les carcinomes à petites cellules, ce sont des tumeurs neuroendocrines de haut grade, représentent 20% des cancers bronchopulmonaires, sont généralement induits par le tabac et le pronostic sombre. Sur le plan macroscopique, souvent de siège proximal, il s'agit généralement d'une masse périhilaire blanchâtre qui est friable et mal limitée, nécrosée. Alors, sur le plan histologique, c'est une prolifération de cellules indifférenciées, rondes, de petite taille, à cytoplasme très réduit et à un rapport nucléocytoplasmique augmenté, c'est-à-dire que les noyaux sont beaucoup plus grands que le cytoplasme. Les noyaux sont grands avec chromatine fine, granulaire et nucléolée, présentant plusieurs figures mitotiques qui dépassent les 10 mitoses par 10 champs au fort grossissement, avec souvent de la nécrose tumorale. Alors, sur le plan histologique, comme je viens de le dire, c'est des nappes de cellules indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles ne ressemblent à aucun type, on peut les rattacher à aucun type de cellule. Généralement, devant cet aspect, on a recours à un examen immunohistochimique. On utilise les marqueurs neuroendocrines pour reconnaître la différenciation neuroendocrine des cellules. Comme vous pouvez le voir, ce sont c'est des nappes de cellules rondes atypiques qu'on peut confondre généralement avec d'autres tumeurs à cellules rondes, par exemple les lymphomes. Le carcinome à grandes cellules, il est beaucoup moins fréquent, il représente 10 à 20% des cancers bronchopulmonaires, de localisation centrale ou bien périphérique. C'est une masse volumineuse nécrotique centrale ou périphérique pouvant envahir la plèvre ou les structures adjacentes. Sur le plan architectural, il est d'architecture variable. Il peut s'agir de massifs través ou bien de cordons, de grandes cellules bien sûr, par définition, un cytoplasme abondant et un noyau volumineux nucléolé avec des mitoses fréquentes, dépourvues bien sûr de toute composante épidermoïde ou glandulaire ou neuroendocrine. Il faut qu'il n'y ait aucune composante de ces trois types cellulaires pour dire que c'est un carcinome à grandes cellules. Bien sûr, le diagnostic de carcinome à grandes cellules ne peut pas se faire sur biopsie. Il se fait généralement
sur examen histologique de pièces opératoires. Peut avoir plusieurs variantes architecturales, basaloïdes, à cellules claires, à grandes cellules, etc. Cette image montre très bien la taille grande des cellules tumorales. Bien sûr, il n'y a pas de différenciation amalpighienne, il n'y a pas de structure glandulaire et il n'y a pas de différenciation neuroendocrine. Les carcinoïdes ou bien les tumeurs endocrines de bas grade ou de grade intermédiaire, selon le nombre de mitoses et la présence ou non de nécrose, on peut les diviser en carcinoïdes typiques et carcinoïdes atypiques. Généralement, la différenciation neuroendocrine est très évidente dans ce type de tumeur. Il s'agit de cordons, îlots, travées de cellules cytoplasmiques éosinophiles, à cytoplasme éosinophile, et un noyau présentant une chromatine fine. Alors, s'il n'y a pas de nécrose et que les mitoses ne dépassent pas les 2 mitoses par 10 champs fort grossissement, c'est une carcinoïde typique. Sinon, si le nombre de mitoses augmente, bien sûr, sans dépasser les 10 mitoses par 10 champs, et qu'il y a une nécrose focale, c'est une carcinoïde atypique. L'image du haut représente une architecture trabéculaire. Les cellules neuroendocrines ne présentent pas ou peu d'atypicité nucléaire. Et là, en bas, il s'agit d'architecture en amas ou bien en cordon. Voici une autre image plus caractéristique des tumeurs endocrines en nid, entourée par un fin réseau de travées fibreuses et richement vascularisées. Alors, les autres types de cancer, de carcinome, quand on va juste citer, c'est les carcinomes adénosquameux, carcinome sarcomatoïde et le carcinome de type glande salivaire. Carcinome adénosquameux, comme le montre cette image, c'est l'association d'un carcinome malpigien, aspect de cellules malpighiennes à gauche, et des cellules et de glandes tumorales irrégulières à droite. Le carcinome sarcomatoïde, c'est un carcinome, ce sont des cellules épithéliales, mais qui prennent faussement un aspect d'un sarcome, c'est-à-dire fusiforme. Dans ce cas, on a toujours recours à une étude immunohistochimique pour confirmer la nature épithéliale des cellules tumorales. Les tumeurs malignes non épithéliales, on a les sarcomes et les lymphomes. On cite les mangio-endothélium épithélioïde, l'angiosarque, le synovial-osarque. Et bien sûr, les métastases. Fréquemment, on a des organes qui métastasent au niveau du poumon. Ce sont le sein, le côlon, prostate, pancréas, l'estomac, l'ovaire et bien sûr les mélanomes et les sarcomes. Voici un aspect caractéristique macroscopique de métastase pulmonaire. On a plusieurs nodules bilatéraux au niveau des 2 poumons, deux lobes pulmonaires. Sur le plan histologique, ça réalise des masses, des cellules qui infiltrent le poumon, les alvéoles pulmonaires, comme vous pouvez voir sur cette photo. Bien sûr, les dernières avancées en biologie moléculaire ont permis d'identifier plusieurs anomalies génétiques qui se voient dans les cancers bronchopulmonaires. À chacune, et ont permis aussi d'adapter ou bien de faire des thérapies ciblées qui sont adaptées à chaque type de mutation génétique. Parmi ces mutations, on cite la mutation de l'EGFR, du gène KRAS et la fusion ALK-EML4 et la mutation de l'IGF. Merci de votre attention. عندهم يا جماعه عندكم تسمعوا العار قد اليوم.
Voilà.